bien. Ok. Alors, est-ce que, on va faire un petit test rapide, est-ce que vous me voyez sur la page d'accueil de la fondation? Voilà, Ok, parfait, c'est bon. Donc on va avoir besoin de ça. On va avoir besoin du guide de syntaxe de base. Et après, je crois qu'il y a manuel de formatage avancé. Il a dû être écrit par LEC. Il a été écrit par LEC. Il est d'utilité plus ou moins intéressante. Ceux qui l'ont lu, il y aura un petit peu de redites, mais pas que. C'est lequel celui-ci? Qu'est-ce que tu dis? Je me demandais c'était quoi celui-là. C'est le guide de formatage écrit par lecteur qui parle de la syntaxe de manière générale. On va parler un petit peu de choses comme ça. Ah oui, il y a plein de monde qui est arrivé d'un coup. Mais elle, il Bonsoir. devait ne Bonsoir pas à être là. tous. Ah oui, effectivement. Ah, à la base, tu avais dit que tu ne serais pas là, mais finalement, tu es là. Ça fait plaisir, bien sûr. Ah mais non, tu peux pas changer l'écran là. Non. Le temps que je finisse les cookies. Euh... Non mais c'est pas grave. Ok. Bon, genre le début de toute façon. Ok. Bon, bah de toute façon, ça sera retransmis. Enfin là, vous êtes actuellement filmé oui, en des cookies. direct. Je fais des cookies. Vous êtes filmé en direct sur OBS. Hein. Dites bonjour à la rediff sur YouTube dans le chat. Voilà, bonjour YouTube. Bref. Alors, de quoi on va parler ce soir? On va faire ça en plusieurs parties. Ça s'adresse vraiment à des gens qui sont très débutants, surtout au début. Ça s'adresse à des gens qui sont vraiment très débutants, surtout au début. Après, on parlera de choses qui sont un tout petit peu plus pointues, mais c'est pas non plus, trop high level. Donc, dans un premier temps, on va parler un petit peu donc, de fonctionnement de la syntaxe, du code, comme on l'appelle, avec la différence entre la syntaxe Wikidot et ce qui est le vrai CSS. Il y a une petite différence entre les deux, mais globalement, ça fonctionne à peu près pareil. Ensuite, on parlera de priorité, c'est-à-dire de comment on fait quand on veut appliquer plusieurs effets à quelque chose, quand on a plusieurs syntaxes qui se chevauchent, comment est-ce qu'elles sont lues. Ensuite, je vous parlerai de comment voler du code. Voilà, bien sûr, hein, quand vous voyez une jolie page, vous dites hey, mais ça c'est stylé, je le veux. Comment on fait pour le récupérer? C'est intéressant. Et enfin, on parlera un petit peu de comment utiliser l'inspecteur d'éléments pour à la fois accélérer grandement ces tests en CSS et aussi pour, bien sûr, piller toujours un petit peu plus ce qu'on a sur le site. Alors, pour faire tout ceci, je vais commencer par vous envoyer dans le chat ce truc-là, qui est un banger, qui est un previewer de texte Wikidot fait par la branche japonaise. Alors, c'est quoi la différence avec une page Wikidot normale? Eh bien, c'est tout simplement que c'est mis à jour en temps réel. Et donc, par exemple, si je fais ça, tac, div class block quote, on va voir qu'est-ce que ça veut dire après. Test, crochet, div. Voilà, hop, ça fait immédiatement un bloc de citation sans que j'ai à rafraîchir la page. Ça va permettre d'aller 15 fois plus vite pour vous expliquer des trucs parce qu'il n'y a pas besoin que ça charge. Et ça vous permet, vous aussi, de faire des tests si vous voulez. Page qui est plutôt pratique. Alors, comment on fait pour altérer l'affichage du texte quand on est sur Wikidot? Et bien, quand on écrit, vous aurez tous remarqué que si j'écris par exemple, regardez, je peux même dézoomer la page et ça va s'afficher en temps réel en haut. Le chien est dans le jardin. Hop, dès que j'arrête de sélectionner la page d'édition, ça se met à jour immédiatement. Je peux choisir de changer l'apparence de ce texte pour plein de raisons. Alors il y a plein de trucs que vous savez déjà tous, absolument tous faire, c'est ça par exemple. Ouais, ce genre de choses. Oh, j'ai un petit pot de gâteau. Oui, fais gaffe, ça coule le chocolat. Ah oui, effectivement. Oh, c'est chaud, mais c'est bon. Mais ça sort du four. C'est vrai. Donc ça, c'est une première manière de formater le texte que vous connaissez sans doute. C'est le formatage avec le Markdown. Ici, c'est pas du vrai Markdown. Le Markdown, c'est aussi ce qu'on a sur Discord pour mettre les choses en gras.
en souligné, en surligné, etc. Là, c'est pas tout à fait du vrai Markdown, puisque ça, par exemple, les slash, c'est pas conventionnel, et les tirets, c'est pas conventionnel non plus. C'est un Markdown custom de Wikidot, mais ça marche à peu près pareil. C'est une manière, sans aucun code, de changer l'apparence du texte. Si, par exemple, je veux le centrer, eh bien, je vais pouvoir utiliser une autre partie de syntaxe Wikidot, qui est les balises. Alors, les balises, c'est ce qui constitue 100% de l'affichage et de la syntaxe du site. En fait, quand vous faites par exemple étoile étoile le étoile étoile, Wikidot va interpréter ce que vous avez écrit. Wikidot, c'est un interpréteur de texte en fait. Il va interpréter ce que vous avez écrit et il va créer des balises entre lesquelles les choses sont en gras. On appelle balise un élément qui commence par 2 crochets, qui se termine par 2 crochets, typiquement ça. Et une balise se termine toujours par son nom avec un slash devant. Donc, une balise pour centrer le texte avec un égal, ça se termine par un slash égal. Vous avez autre balise très pratique pour faire des choses rapidement dans Wikidot, la balise size qui vous permet de changer la taille des trucs, donc size 200%. À l'endroit où je vais arrêter ma balise, je peux le mettre là parce que ça veut rien dire, enfin ça va pas être utile. Si par exemple je mets une balise ici, voilà, hop, je la ferme, donc c'est avec un slash. Tout ce qui est à l'intérieur de ma balise est plus gros, et 2 fois plus gros. Donc, le nom de la balise, c'est size, son argument, c'est 200%. Pour fermer la balise, je rappelle son nom et je mets un slash devant. Ça marche toujours comme ça. C'est pareil, vous avez un module CSS. Votre module CSS, il commence par module CSS. CSS, c'est l'argument du module, mais le type de balise, c'est une balise module. Ça se ferme donc avec un slash module. Ok. Par exemple, si vous utilisez le module listPage, qui sert à faire des offsets, mais pas que, votre module listPage, qui ne doit pas s'appeler comme ça s'il s'affiche comme ça. Comment il s'appelle le module listPage? J'ai oublié la majuscule peut-être. Normalement, ça joue pas. Bref. Alors attendez. On va faire, regardez, on va faire un truc de fou. Pour vérifier comment s'appelle le module listPage, on va sur n'importe quelle page sur laquelle il y a des offsets. Je prends celui-là parce que je l'ai rapidement. Tac, 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 tac. Module listPages. Oui, c'est tout simplement parce qu'il n'accepte pas que ça comme argument. Mais si on utilise par exemple le module listUsers aussi, que vous allez pouvoir trouver... oui, effectivement, je suis mon autopro. Que vous allez pouvoir trouver dans le module qui sert à afficher votre pseudo dans une page. Bien sûr, que vous pouvez trouver sur la page d'Over de Neremsa, par exemple. Eh bien, non, je pense que si je mets un S, il se passe rien, oui, parce qu'il n'y a pas que ça comme argument. Et il manque des arguments, et donc du coup, il ferme pas parce qu'il est en mode ton truc ici ne fait rien. Lorsque vous allez utiliser ces trucs-là, le nom c'est module, ça se ferme avec un slash module. Les balises qu'on va le plus souvent utiliser sont les balises div, qui se ferment avec un div, et qui correspond à une division de la page, comme son nom l'indique. C'est en fait, ça va être une... Oui. Ça va être un morceau, une tranche de la page, une tranche horizontale. Tout ce qu'il va y avoir à l'intérieur de la balise div va être transformé avec le fond, la police, plein de choses comme ça, mais sur tout un bloc qu'il y a à l'intérieur. Et l'autre balise qu'on va beaucoup utiliser, c'est la balise span, qui se ferme avec un span aussi, mais qui lui peut être sur la même ligne. Et un span, c'est un morceau de texte. Par exemple, si vous voulez afficher un bout de texte dans une police différente, vous allez utiliser une balise span. Globalement, ces deux balises permettent de tout faire. Vous n'avez pas besoin d'avoir à apprendre quelle est la balise pour changer la couleur d'un texte, la taille d'un texte, le centrer, la ligne à gauche, la ligne à droite, etc. Si vous utilisez juste des balises div et des balises span, ça suffit à tout faire. Alors vous allez me dire, oui d'accord, mais comment on utilise, parce que si je mets div et puis là j'écris test dedans, il se passe rien quoi. Voilà. À l'intérieur de ma balise div, il s'est rien passé. Et effectivement, il se passe rien parce que là, je lui dis, fais-moi une div, mais je lui ai rien dit de ce que je voulais faire. Comment ça marche? Notre div, elle peut prendre plusieurs arguments. Alors, elle peut prendre comme argument une classe, je vous expliquerai un petit peu après qu'est-ce que c'est, ou un identifiant, c'est la même chose. Généralement, une div va prendre comme argument utile quand on s'en sert dans un texte, un style. Les arguments sont
en général suivi d'un égal et de guillemets. Pourquoi? Parce que ce qui suit, c'est une chaîne de caractères. T'es à 8 minutes. Oui. Ce qui suit, c'est une chaîne de caractères, et donc une chaîne de caractères, ça se met entre guillemets. Dans le style, ici, on va avoir un bout de CSS qui va être identique à celui d'un module, c'est-à-dire qu'on va écrire des instructions pour dire à notre navigateur comment est-ce qu'on veut afficher les choses. Certaines ont des noms très évidents, d'autres beaucoup moins. Voilà. Là, je le dis, dans ma div, je veux que donc tu affiches le texte tel que la couleur soit rouge. Qu'est-ce qu'on voit? Le texte s'affiche en rouge. Ça, c'est logique. Autre élément qui a un effet assez évident. Background. J'ai écrit Jerry, hein, j'ai pas écrit Gray, bien sûr. On n'oublie pas d'être dyslexique. Voilà. Alors, c'est un peu illisible avec le texte en rouge, mais je lui demande de mettre le fond de ma div en gris. Et là, on voit que la div, c'est bien une division de ma page. Je vois que la div, elle est en gris. Le fond est gris. Je lui ai demandé de l'afficher de cette couleur. Bon, certaines qu'il faut aller chercher un petit peu plus loin. Ça va être, par exemple, si je veux changer l'alignement du texte, là, je fais text align right. C'est toujours en anglais. Tout le vocabulaire est systématiquement en anglais. On voit que là, le texte est aligné à droite. Ça permet donc de pouvoir réutiliser les fonctionnalités de base de Wikidot, hein, les balises qui servent à centrer, à changer la couleur, etc., en se faisant un petit peu plus la main sur des choses. L'avantage de faire tout ce genre de choses, c'est qu'on peut être beaucoup plus précis dans ce qu'on veut faire. En effet, supposons que je veuille, par exemple, une div dans laquelle supposons que je veuille, par exemple, une div qui soit avec un fond gris clair. Je pense que light gray fonctionne. Voilà. Toutes mes instructions sont séparées par des points-virgules. C'est très important. Si vous mettez des virgules, ça ne va pas marcher. Donc, je veux que le fond soit gris clair. J'aimerais avoir à gauche et à droite une marge. Enfin, je voudrais avoir une marge autour de ma div qui fasse 15 pixels. Voilà. Je veux une div qui fasse 15 pixels. On voit qu'il y a des marges qui se sont faites de chaque côté. Ça a réduit. J'aimerais que le texte soit légèrement décalé à l'intérieur de ma div. Je voudrais un petit écart parce qu'on voit que là, le texte démarre directement au bord. Donc je voudrais un petit écart. L'écart interne, ça s'appelle le padding. Je veux un petit écart de 20 pixels. Voilà. Là, j'ai 20 pixels qui s'est ajouté à gauche, à droite, en haut et en bas de mon texte. Voilà. Maintenant, je voudrais avoir un contour. Je voudrais avoir un contour à ma div qui soit rouge, qui soit en pointillé et qui fasse 2 pixels de large. 2 pixels, j'ai abusé, qui fasse 10 pixels de large. Hop, voilà. Bon bah là j'ai un contour qui est en pointillé de la couleur rouge qui fait 10 pixels de large. Et maintenant je voudrais avoir une ombre qui soit portée par ce truc là pour plein de raisons. Et ben là j'ajoute une ombre. L'ombre sera noire. Elle est décalée de 2 pixels. Et elle n'est pas floutée. Et comme je veux quelque chose qui rentre bien à l'écran, je vais faire 10 pixels, 10 pixels. Voilà, hop. Et donc là, par exemple, on a une ombre qui apparaît en dessous de ma boîte, qui donne un petit effet relief. Et donc, ici, après, je vais pouvoir écrire tout ce que je veux à l'intérieur de ma box, la réutiliser, il n'y a pas de problème. Ça me permet de customiser l'apparence d'une box. Alors, vous allez me dire, ok Koshi, t'es gentil, mais d'où que ça sort background, padding, margin, border? Bah ça, c'est la syntaxe du CSS. Vous vous doutez bien qu'en 1 heure à peu près, je ne vais pas vous parler de toute la syntaxe qui existe. C'est infaisable. Je vous renvoie, pour connaître un petit peu plus les syntaxes utilisables, au site de la Fondation Mozilla, qui est excellente pour en apprendre plus, puisqu'elle dispose de tutoriels sur toutes les syntaxes qui sont utilisables globalement sur Internet. Et je vous renvoie aussi à ce qu'ont pu faire les gens dans les rapports que vous lisez, dans les pages que vous lisez,
où vous allez pouvoir voir, c'est ce qu'on va voir après, comment accéder à leur code source, comprendre comment les choses s'affichent, et donc pouvoir les imiter. Et évidemment, je vous invite très fortement à vous faire un filet ou une sandbox sur laquelle vous bidouillez tout ce que vous voulez, ou alors à utiliser cet éditeur de texte pour vous dire, voilà, bah là j'ai envie de me faire une box qui soit un peu jolie, je veux me faire une div qui a telle ou telle apparence, quelque chose qui rende un peu comme ça, je vais tester, je tâtonne, je teste des couleurs, je teste des choses, etc. Ça devrait vous aider. La balise span, donc, ça fonctionne exactement de la même façon. C'est vraiment rigoureusement identique, sauf que ça ne va s'appliquer qu'à un bout de texte. Par exemple, si là je refais une phrase comme par exemple Doudou est un gros con. Alors il manque évidemment une espace. La première espace qui est au début d'un span ne compte pas, il faut forcément mettre l'espace avant. Roudoudou est un gros con, voilà. Et donc là, si je mets style égale color red background pink, quelque chose comme ça. Je ferme les guillemets, voilà. Et alors le background ne marche pas sur les spans effectivement, mais du coup je peux mettre... Non, c'est pas pour ça, c'est parce que j'ai mis un 2 points. Voilà, c'est pour ça. Voilà. Donc là, par exemple, je vais écrire Rondoudou est un gros con. Je veux juste surligner un gros con. Je mets un span avec un certain style, donc un background, une couleur, ça peut être une autre police, ça peut être tout ce que vous voulez, et ça va s'appliquer juste à un bout de texte. Voilà. Ça, c'est aussi très utile quand vous voulez donner des effets, par exemple, de mise en relief d'éléments à l'intérieur d'une page qui soient un peu plus stylés que juste surlignés. Alors, on peut mettre un div dans un span ou un span dans un div. Alors, on peut mettre un span dans une div. Pourquoi? Parce qu'un span, c'est un bout de texte, et une div, c'est un bout de page. Donc un bout de texte peut être dans un bout de page. Mais un bout de page ne peut pas être dans un bout de texte. En effet, si je prends... Alors, techniquement, je peux faire le forceur et mettre une div à l'intérieur, mais c'est du très mauvais code de faire ça. De mettre une div à l'intérieur d'un span, puisque le span est vraiment construit pour juste appliquer du style ou appliquer une caractéristique à un petit morceau de votre texte. Ok ? Donc moi je vous conseille toujours, dans les bonnes pratiques, voilà, d'utiliser des divs pour des morceaux de page et des spans pour des morceaux de texte, et de pas tenter d'utiliser l'un pour l'autre, notamment si vous changez d'appareil, si vous passez sur mobile par exemple, vous risquez d'avoir des choses très bizarres qui vont se passer. Bien. Alors, on a parlé un petit peu de comment utiliser ces choses-là. On va parler rapidement du module CSS et des questions de priorité. Alors, le module CSS, c'est le module le plus utilisé de Wikidot. Et je pense que plus de 50% des caractères dans les pages de JTDN, notamment, mais des restantes des miennes aussi un peu, il faut le dire, sont contenus à l'intérieur de ce module. Qu'est-ce que c'est le module CSS? C'est un truc qui nous permet de faire du vrai CSS comme sur les vrais sites internet en étant dans Wikidot. Comment ça marche à la base le CSS? C'est un langage qui donne des instructions, qui dit bah là, cet élément-là qui est dans cette catégorie, on va lui appliquer ces effets-là d'affichage. Ça marche selon un système de classes. Alors, les classes CSS, c'est quelque chose qui permet d'économiser du temps. Vous allez tout de suite comprendre. Pour déclarer une classe, mettons que je veuille, dans mon texte, vous voyez ma box là qui est un peu moche, mais on va dire qu'elle est stylée. Ce format-là de boîte, je veux le réutiliser plusieurs fois dans ma page. J'ai pas envie de me faire chier à redire en permanence ce truc-là. C'est un peu long, c'est pas très pratique. Bien sûr, je peux le copier-coller comme un bourrin. Mais une meilleure pratique consiste à créer une classe qui est un raccourci, en fait, de nomenclature. C'est-à-dire de dire, par exemple, ce truc-là, je vais l'appeler boîte test. Voilà. Cette boîte test, tous les objets qui auront la catégorie boîte test, je vais leur appliquer les effets de CSS que je décrète par la suite. Alors, comment on décrète un effet de CSS? On ouvre une accolade et on fermera une accolade. Il faut savoir que les espaces et les sauts de ligne sont complètement facultatifs.
je vous conseille de les mettre pour aérer votre code et pour qu'on comprenne ce qui se passe. Si vous êtes baladé un peu sur certaines pages de gens qui ne mettent pas d'espace, qui ne mettent pas de saut de ligne, on ne comprend rien, c'est l'enfer. Je vous conseille de le faire. Dans ma boîte test, j'ai envie de mettre les mêmes effets que là. Qu'est-ce que je vais faire? On peut le retaper, hein, mais je vais le copier-coller. Et puis à chaque nouvelle instruction, je saute une ligne. Donc on rappelle comment ça marche la syntaxe du CSS. J'ai une propriété, par exemple le fond, la marge, l'ombre. Je vais mettre 2 points. Et ensuite, je vais lui donner une propriété qui va bien. L'arrière-plan, par exemple, je vais appeler une couleur. Je vais appeler une image. Je vais appeler un gradient. Si j'ai envie, un gradient, c'est un dégradé. Une marge, l'argument d'une marge, c'est quoi? C'est une taille. Une marge, c'est une marge de 3 pixels, 10 pixels, 15 cm. Je vais donc donner une valeur en taille. Ça peut être donc des pixels, ça pourrait être des EM. Ça veut dire la taille du caractère. Des REM, c'est la taille du caractère défini à la base sur la page. Je vais pouvoir utiliser par exemple... c'est comme les titres prédéfinis en traitement de texte. Oui, à peu près. En gros, c'est une customisation d'un élément que vous allez rappeler plusieurs fois. Et donc là, par exemple, si je crée une deuxième div, et là, comment est-ce que je fonctionne? Eh bien, la div que j'ai ici, le point c'est pour dire classe. Donc, c'est la classe boîte test qui se voit associer ce truc-là. Donc, je vais dire la div qui suit est de classe boîte test. Et là, j'écris... je sais pas, je prends ce qui me passe par la tête. Hop, voilà. Je n'oublie pas de fermer ma div parce que sinon il ne se passe rien. Hop, et qu'est-ce qu'on voit? Ici, en ayant appelé la boîte test, je me retrouve avec ce code-là. Et donc, ça correspond bien à la première qu'on avait fait, ça fonctionne exactement de la même façon. C'est un raccourci qui permet d'appeler les choses plus facilement. Ce qui est très pratique notamment, c'est lorsqu'on définit un thème par exemple ou un format, les petits détails du fonctionnement du format sont dans le module CSS et ensuite les gens ont juste à appeler la classe correspondante. Attention cependant, vous ne pouvez pas appeler une classe qui n'est pas présente sur votre... Qu'est-ce que j'ai branlé? Yes, stylé. Vous ne pouvez pas appeler une classe qui n'est pas présente sur votre page. Enfin, il ne va rien se passer. Si là, par exemple, j'appelle div class égale infonote, qui est un nom que j'avais donné à un autre truc. Hop, regardez, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas fermé avec les 2 crochets. Il se passe rien. Il se passe rien. La div, elle est de classe infonote, mais infonote, ça ne renvoie à rien. Il n'y a pas de syntaxe qui est associée. Il se passe que dalle. Tout simplement. Il y a une exception à cela, que je vais vous mentionner tout de suite, qui est une div qui est présente dans le code source de base du thème de la fondation. Je crois qu'il est même dans le thème de base de Wikidot. C'est la block quote. Ceci est une citation. Block quote, ça veut dire bloc de citation. Crochet, slash div. Hop, ça s'affiche comme ça. Ça fait exactement la même chose que si j'utilise ça et que je fais ceci est une citation. Voilà, ça fait la même chose. Et le bloc quote, vous voyez bien qu'il n'est pas dans mon module CSS. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est dans le, si vous voulez, dans le module CSS du site. Il est dans le thème du site. Donc, on peut l'appeler sans problème. Alors, moi, je vous conseille de toujours faire ça et de jamais mettre des chevrons pour faire des blocs de citation. Pourquoi c'est mieux d'utiliser le bloc quote? Déjà parce que tous les gens qui ont traduit des pages se sont un jour rendus compte que si je veux sauter une ligne, il faut que je fasse ça, et qu'il faut qu'au milieu, là, j'ai laissé une espace après le chevron. Et quand on copie-colle le code source, l'espace disparaît. Résultat, il se passe ça. Est-ce que tu veux bien changer, s'il te plaît? À moins que sur le... Peut-être que sur le wiki japonais, ils l'ont changé. Ah ouais, c'est ça. Sur le wiki japonais, ça me bug pas parce qu'ils l'ont corrigé. Sur le wiki francophone,
Si vous laissez, si vous enlevez l'espace ici, ça vous fait une ligne. Après, ça met juste un chevron. Puis après, ça met une ligne. Faut mettre des espaces. C'est insupportable. Il n'y a pas ce problème dans les blocs quotes. Oui, on attend quoi pour le corriger nous aussi? On attend qu'il y ait quelqu'un qui aille regarder comment les Japonais ils ont fait leur bordel. Voilà. Déjà, pourquoi est-ce que cette page-là n'existe pas en version francophone? Je ne sais pas. Ça, c'est un mystère. C'est vraiment un mystère de chaque instant. Autre élément qui est intéressant de faire ça, je peux ajouter une image. Alors, regardez. Hop, regardez. Tac, tac, tac. Hop, je vole le lien. Voilà, voilà. Ok, bon, le previewer ne permet pas d'afficher des images. C'est pas très grave. Vous voyez que là, j'ai pu, à l'intérieur de mon bloc de citation, foutre une image. Elle s'affiche pas à cause du fait qu'on est dans le Wikitext Previewer et qu'il charge pas les images. Mais on peut mettre une image à l'intérieur d'un bloc de citation. Si vous mettez juste des chevrons, c'est absolument impossible. Vous pouvez pas faire ça. Autre chose que vous pouvez pas faire, mettons que je veuille signer ce document. Donc là, on va utiliser une syntaxe Wikidot classique. Voilà, donc on peut faire ça comme ça. Au lieu des balises ici qui permettent d'aligner le texte à droite, on peut bien sûr mettre une div ou un span. Style égale text align pour l'alignement du texte, de point right, et ça va mettre le texte à droite. Je peux donc signer mon document avec un alignement à droite. Je peux pas faire ça avec des chevrons. Parce qu'avec des chevrons, tout ce qui va être écrit après, regardez si je fais ça. Si j'ai envie de faire ça par exemple, ok, les Japonais arrivent à le faire marcher dans le previewer, incroyable. Si vous essayez ça sur la branche francophone, a priori ça marche pas. Et si vous essayez de mettre des images, c'est pareil, ça va merder. Incroyable. J'essaye de vous montrer pourquoi ça marche pas, et il s'avère que la toute puissance nippone fait que mes contre-exemples n'existent plus. Oui, alors tu peux le faire, mais c'est un peu chiant. En fait, il faut soit péter les chevrons, soit mettre des blocs vides. Enfin, c'est un peu de la merdasse. Moi, je vous conseille globalement d'utiliser un divclav block quote. En plus, c'est beaucoup moins relou si vous avez un grand texte à taper notamment que de mettre un putain de chevron à chaque nouvelle ligne. Enfin, je veux dire, on s'emmerde à un moment, quoi. Bien. Hop, hop, hop. Il me reste 5 minutes pour parler de cette partie-là. On va donc rapidement parler des priorités d'opération. Le CSS est un code qui se lit de haut en bas. Ce qui veut dire que là, si je crée une deuxième boîte test avec des choses différentes dedans, ça va écraser la première syntaxe que j'avais définie pour ma boîte test. Si vous avez donc du code qui mélange des variables qui ont le même nom, ça va merder, forcément, puisque vous allez avoir la version la plus récente qui va supplanter toutes les autres. Même chose, à l'intérieur d'une div, j'ai défini, si je prends par exemple ma première là, j'avais défini donc un certain nombre de choses. Si je prends mon rond doudou est un gros con et que je le mets en dessous, voilà. On voit que ici, le code de mon span, qui va du coup changer le fond d'écran, qui va changer la couleur, supplante ce qui avait été dit avant. D'accord? Donc, si par exemple, je veux donner à mon fond une couleur rouge, mais en prenant en compte que l'arrière était gris, il va falloir ruser un petit peu. Soit en mélangeant les couleurs avec un logiciel, soit en ajoutant de la transparence. Ça peut se faire d'ajouter de la transparence. Ça, je vous laisserai faire vos tests vous-même. En fait, dans la couleur, vous pouvez mettre un RGB A. A, c'est l'alpha, et ça vous permet d'ajouter de la transparence. Les gens qui savent un peu servir dans le logiciel de dessin voient de quoi je parle. Sinon, vous ferez vos petits tests sur vos sandbox comme des enfants sages et vous verrez que ça marche bien. Donc ça remplace, une syntaxe est complètement remplacée par une autre. C'est pareil, regardez, si là je définis dans mon module CSS un nouveau truc pour le bloc quote, ok,
Donc mon bloc code, on est d'accord, il est défini, il est là. Hein. Il a été défini, c'est le fond d'écran, il est. Cookie time. Oh, c'est magnifique. Ils sont incroyables. Ils sont incroyables. Serre-toi mon amour, j'en prendrai juste après. Ok, ça marche. Vous voyez que donc c'est défini avec une certaine marge, il y a un certain écart à l'intérieur, etc. Le fond il est gris. Bon bah, regardez, si je copie ça là, pouf. Et que je redéfinis le bloc haute. Alors on voit que là j'ai la box shadow qui s'est ajoutée. Donc j'ai ajouté une ombre au reste. Pourquoi le reste de la page n'a pas changé? Il est fortement possible que la manière dont le thème a été défini contienne pour les caractéristiques propres du bloc haute des points d'exclamation importants. Qu'est-ce que ça fait ça? Regardez. Normalement, j'espère que dans le previewer ça marche. Voilà. Quand on met un point d'exclamation important à la fin d'un truc, mais avant les points-virgules, on indique à la page, ignore tout ce que les autres t'ont dit et fais ça. Donc, on a ici le conflit entre le module CSS de base, enfin le thème de base du site, qui voudrait que la bordure ce soit des petits pixels gris tout autour. Et moi qui dis je veux que ce soit des gros points rouges, je lui dis ignore ce que te dit le site, mets un point d'exclamation important. Ce truc là, vous ne le mettez que si vous êtes en situation de dernier recours. On met un point d'exclamation important uniquement quand on veut absolument que quelque chose se comporte de cette façon et que ça marche pas autrement, ou qu'on n'a pas réussi à le faire tourner autrement. C'est une très mauvaise idée d'en mettre en général, parce que ça veut dire qu'il est impossible pour un autre effet de CSS ajouté, notamment des changements du thème du site, de modifier ce que vous venez de faire. C'est pas une bonne idée. Voilà. C'est vraiment, c'est pareil, tout ce qui va être, je sais pas, les add-ons, les plugins d'accessibilité, qui vont augmenter la taille de la police, mettre des thèmes sombres, des choses comme ça, ne vont pas être en mesure de changer là où ce que vous avez mis en point d'exclamation important. Donc c'est pas une bonne idée de le faire. Si vous avez vraiment pas le choix parce que ça marche que comme ça, bah vous faites comme ça. Enfin, je veux dire, à un moment, faut bien sortir la page. Mais si vous pouvez faire autre chose, ne mettez pas un point d'exclamation important. Bien. Alors, cette partie-là avec le previewer est terminée. Nous allons passer à comment on fait pour voler du code. Alors, comment on fait pour voler du code? Il faut une page avec un peu de CSS, mais pas trop quand même. Non, je vais utiliser un rapport d'Henri sur lequel il y a plusieurs formats différents les uns après les autres. La page collaborative de SCP-512FR. Hop là. La page collaborative de SCP-512FR que je vous incite à lire parce qu'elle est plutôt stylée. Contient un certain nombre de documents. Alors on voit qu'Henri avait expliqué comment faire pour écrire tel ou tel document. On voit d'ailleurs que ça s'appuyait sur ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire avec des classes qui ont été prédéfinies et vous avez juste à appeler le nom de la classe pour faire ce que vous voulez. Mettons que vous vouliez copier le code source de ce truc-là. En fait, vous voulez ça dans votre page, avec cette même couleur, avec cette police. Qu'est-ce qu'on fait? On fait option code source. Option code source. Là, il y a le module CSS qui est ouvert. Ah bah il y a plein de choses, mais on va pas tout lire d'un coup. On va pas tout copier d'un coup non plus, ça serait être un gros bourrin. On va faire les choses proprement. Alors ça sert à quoi de faire les choses proprement? Évidemment, c'est parce que sinon ça bug. Putain, il y a un orage de bâtard encore. Oui, il y a un énorme orage qui est en train de se dessiner, je suis très heureux. Pas moi. Moi j'ai peur. T'inquiète pas, je vais te rassurer. Je m'assois par terre parce qu'il y a Elise sur le canapé et je le dérange. Donc alors, voilà. On cherche par exemple donc ce truc là. On cherche un peu, on le trouve pas tout de suite. Il ne faut pas fermer les portes. Je vous conseille pour chercher plus rapidement dans un document l'endroit où il y a tel ou tel effet. Vous prenez par exemple il ne faut pas fermer les portes. Vous faites CTRL F dans votre navigateur. Ça ouvre la barre de recherche, vous tapez, je sais pas pourquoi, alors attendez, parce que j'ai l'impression d'être un fou du bus, je vais faire copier-coller comme ça, voilà. Ma touche C ne marche pas, c'est plutôt stylé. Pourquoi? Je sais pas, quand je fais copier-coller ça marche pas. Et là, normalement, si vous avez ouvert le code source, ça apparaît au moins 2 fois.
une fois en haut de page et une fois dans le code source. Et là, vous pouvez chercher dans le code source. Ah, bah on voit que c'est div class égale message 2. Ok. Donc ça veut dire que nous, dans ce qu'on va vouloir faire, je vais voir le previewer, je vais me mettre là. On va garder message 2. On n'oublie pas de la fermer. Je vous conseille. Mais j'ai pas parlé. Mais non, de fermer la div. Je vous conseille fortement, pour plein de raisons, dès que vous ouvrez une div ou un span, vous le fermez immédiatement. Quand vous ouvrez une balise, avant d'écrire quelque chose, vous fermez la balise. Pourquoi? Parce que 99% des problèmes que vous avez sur le code sur le site, quand vous débarquez en technique pour dire ça marche pas, en fait c'est parce qu'une balise n'a pas été fermée ou pas au bon endroit. C'est pour ça que j'arrêtais pas de casser tous mes trucs. Non, ça c'est parce que tu essayais d'importer un thème qui n'existait plus. Oui, mais même dans toutes les... Ah, mais sinon dans les autres trucs, oui, quand il y a des crochets qui apparaissent en trop et tout, c'est pour ça. Voilà. Donc ça va être message 2. Mais là, message 2, si on regarde dans le previewer, il se passe rien évidemment. Je ne l'ai pas ajouté à mon module CSS. Donc qu'est-ce que je fais? Je retourne là-dedans. Là, je vais dans le module de Henri et je vois message 2. Message 2, ok, il est là. C'est parti. Et là, on voit immédiatement un problème apparaître. C'est que la police n'est pas la même. Eh ben oui. J'appelle la police Beth Hélène. Mais la police Beth Hélène, elle est définie nulle part sur le site. C'est pas une des polices standards, quoi. En effet, elle a été ajoutée tout en haut de la page, ici. Alors, pendant un moment, il y avait ce bug. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais fut un temps, il était impossible d'importer des polices si vous ne le faisiez pas tout en haut du module CSS. Par convention, je continue de le faire. Hop. Donc là, j'ajoute la police. Okay, quand vous tombez sur des import URL, c'est pour importer des polices, en général. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Bah, on voit que la police a changé. On voit que la police a changé, parce que maintenant, la police Beth Hélène existe. Je peux l'appeler, et donc, elle peut s'afficher. Putain, mais c'est trop bien. Donc, évidemment, on peut recommencer avec un autre format, quelqu'un d'autre, etc. Celui-là, il est intéressant, tiens. Rejoins les rats c'est la liberté, machin. Et là, il y a écrit traître. Hop. Alors, là, un petit peu d'inspection. Pour comprendre un petit peu plus qu'est-ce qui se passe dans ce code. Donc on est toujours dans la même div message 2, hein, elle fonctionne pareil. Elle fonctionne pareil puisque c'est la même police et tout. Sauf que là, il y a un span spécial. Alors, il y a un span spécial, on peut le copier-coller comme un bourrin, et ça va reproduire l'effet, mais on peut décortiquer un peu, on peut se demander qu'est-ce qui se passe. Alors, position absolute, pour l'instant, c'est pas ce que c'est. Font size, la fonte, c'est la police, donc c'est la taille de la police, 200%, ça c'est compréhensible. Color red, c'est la couleur. On va s'intéresser aux autres. Alors, et on cherche la balise qu'on n'a pas fermée. Oui, voilà, exactement, oui, tout à fait, il se passe ça. On est en mode, bah super, pourquoi j'ai un slash div? Parce que du coup, tu vois, si je fais ça, si je copie ce que tu as envoyé NK, et qu'on a classe égale blabla, bah, en fait, on a texte dedans, texte dehors, div, et on est en mode, bah super, j'ai un div qui traîne, le code il est pété, c'est où? Ça, c'est toute ma vie depuis que j'ai commencé à faire des rapports. Hein. Voilà, c'est classico, c'est ce qui se passe tout le temps. Ça arrive, et moi ça m'arrive aussi, hein. Mais c'est pour ça que je vous conseille vraiment de faire en sorte de toujours penser à la fermer après, et voilà, et comme ça on la ferme après l'avoir ouvert, mais on oublie qu'on l'avait fait, du coup on la ferme 2 fois, ça arrive aussi. Bah, simplement en fait, si vous vous mettez une petite discipline de la fermer quand vous l'avez ouverte et pas après, et ben comme ça vous êtes sûr que c'est déjà fait. Donc, revenons à notre span. Puis pour rappel, pour avoir une habitude, c'est 28 jours, du coup, vous faites 28 rapports et ça devrait le faire. Chut, laisse-moi faire de la propagande pour que les gens écrivent. Effectivement. Si on retourne à notre span, alors on décortique un petit peu qu'est-ce qui est écrit. Donc, position absolue. Alors, la position, ça sert à déterminer. C'est comme quand vous êtes sur Word et vous pouvez choisir
le type d'ancrage d'une image avec le texte qui va se mettre au-dessus ou en dessous, ou qui va se mettre tout autour, ou qui va se mettre par-dessus ou par-dessous. C'est pareil. Donc la position absolute, ça permet que le reste de la page se déroule comme si ce truc-là n'existait pas. Z-index, ça indique sur quelle couche sont les choses. En gros, vous avez l'axe X et l'axe Y qui détermine la largeur, la hauteur de votre page, et l'axe Z, c'est la profondeur. Alors, votre page, elle est plate, hein. Mais, qu'est-ce qui se passe si on remonte? On voit que là, le texte, il est par-dessus. Et oui, parce que le texte de base, il est écrit au Z-index 0, et donc traître, étant écrit au Z-index 1, il passe par-dessus. Si on avait mis -1, il serait passé par-dessous. Et si je veux mettre encore quelque chose par-dessus le traître, bah, je peux mettre Z-index 2, par exemple. Vous pouvez aussi être des énormes forceurs et mettre Z-index 8000, mais c'est peu recommandé. Notamment parce qu'il pourrait y avoir un autre affichage et tout qui essaierait de passer par-dessus, et que vous forceriez à passer par-dessous en ayant fait les maxeurs. Si ça vous amuse, faites-le, mais à vos risques et périls, moi je vous conseille de prendre les plus petites valeurs qui sont disponibles à chaque fois. Et enfin, transform rotate -5 degrés. L'opération de transformation, c'est un truc qui permet d'appliquer des effets au texte. Donc ici, rotate, c'est pour le tourner, et ça le tourne de 5 degrés, donc dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Je crois, par rapport à ce qu'il y a là. Oui, ça va tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc si on mettait -45 degrés, le texte serait complètement en biais. 90 degrés, il serait à la verticale. 180, vous inversez le texte, littéralement. Tout simplement. Tout simplement. Et donc, vous pouvez, comme ça, vous dire, bah, ce truc-là, il est stylé, j'ai envie de le copier. Mais vous, sur votre page, au final, en fait, vous vous rendez compte que -5 degrés, c'est trop, ou c'est pas assez, ou alors que la police est trop grande, etc. Et bien, du coup, vous le volez intelligemment. Juste copier-coller du code, c'est bourrin. Ça marche, mais ce qui est intéressant, c'est de regarder comment ça marche. Et donc là, par exemple, si je veux copier ce qu'il avait fait, mais qu'en fait, j'ai envie que ce soit encore plus incliné, je mets -10 degrés. C'est un peu trop gros. Bon, bah, je vais mettre 180%. Je le veux en bleu. Bah, je change la couleur. Ok ? Et donc comme ça, en voyant un effet qui vous intéresse, vous le récupérez, vous l'ajoutez à votre collection des trucs que vous savez faire. Et ainsi, vous étendez vos capacités. Bon, mais il arrive parfois qu'on tombe sur une page où il y a du CSS qui a été fait et on ne sait pas comment il marche. Ne serait-ce que le premier exemple qui peut faire ça. Oui, c'est un rapport à moi. J'ai évidemment aucune race. Autopromo numéro 2. Vous ouvrez le code source et là vous tombez sur un module list page. Vous tombez sur un module list page, c'est donc une page avec des offsets. Ça, on va pas en parler du tout aujourd'hui des offsets, c'est toute une autre. Ce sera pour Cauchemar en Sandbox 2. Exactement, ça sera pour Cauchemar en Sandbox 2. C'est pour une autre mayonnaise qu'on parlera des offsets. Mais la personne, par exemple, moi-même ici, n'a pas mis les liens vers ces offsets à l'intérieur du code source. Du coup, c'est un enfer pour retrouver quelles sont les pages originelles et tout. Et vous voulez récupérer le CSS de ce truc-là. Et bien là, il va falloir faire appel à l'outil le plus intéressant pour faire des tests. L'outil le plus intéressant pour piquer du code, qui vous sert même à piquer de l'affichage sur d'autres sites. Clic droit, inspecter. Ou F12. Alors là, il y a sûrement des petits malins ici qui connaissaient déjà le fait qu'on pouvait inspecter l'élément pour par exemple changer la valeur qui est affichée sur votre site de banque pour dire oh regardez j'ai 1 milliard d'euros sur mon compte et faire un screen. On peut faire ça. Oui tu peux le faire mais ça change juste l'affichage de la page, hein, ça change Donc pas on l'argent. n'aura pas plus d'argent? Bah pas du tout non. Bon bah ça sert à rien. Bah non. C'est jamais. Et donc là on ouvre ce bordel. Et alors là ça fait un peu peur. Il y a des couleurs partout, il y a des machins etc. Et on voit que le site globalement est organisé avec des divs, dans 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 des divs. Ok. Les divs qui sont ouvertes, il y a un petit triangle vers le bas. Les divs qui sont fermées, il y a un petit triangle vers le haut. Et vous pouvez vous déplacer dans le code comme ça. C'est un peu impressionnant au début, mais on s'y fait. On voit qu'ici, ce que j'ai sélectionné, c'est le paragraphe. Elise Schnaffer, directeur de l'Asia. Ça va pas beaucoup nous aider. On voit cependant qu'il y a un style alignement à droite qui a été fait dessus.
Et donc là, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Hop! Ah! Ah bah là, voilà, là j'ai toute ma boîte là. Là j'ai toute ma boîte, donc là je vais avoir ce que je veux. Ok. Bon, je vois quoi? Je vois qu'il y a... Déjà, je peux complètement copier-coller tout ce truc et le foutre dans mon code et ça va copier cette apparence. Bon, c'est pratique. Mais on peut être un peu plus malin. Euh, En fait, les éléments sont cliquables et éditables. Déjà, je peux activer et désactiver des propriétés comme ça. Vous voyez? Je peux voir qu'est-ce qui se passe si j'enlève la bordure. Qu'est-ce qui se passe si j'enlève le fond? Qu'est-ce qui se passe si j'enlève le padding ou si j'enlève la marge qui est en bas? Bah effectivement, ça a un effet. Ça change l'apparence. Et puis, en fait, ce truc-là, il est éditable à l'intérieur. Je peux changer les trucs. Donc je peux changer la couleur. Voilà, donc ça c'est le code hexadécimal de la couleur rouge. Du coup, je peux tester de le changer en rouge. Donc je peux faire mes tests de CSS là-dedans. C'est très pratique. C'est notamment extrêmement utile quand on a des choses un peu fines à faire. Par exemple, je cherche pile la bonne couleur pour ma div. Je cherche quel est le bon espacement pour que la page elle explose pas. Je cherche quelle taille de police va faire que mon texte s'affiche en une ligne. Parce que pour plein de raisons narratives, d'affichage, de plein de choses, j'ai envie que le texte s'affiche en une ligne. Bah, je vais tester des polices. Au lieu d'à chaque fois ouvrir la page, faire éditer, changer dans le code, faire enregistrer, revenir sur la page, j'inspecte l'élément, je change ici direct. Et comment je fais revenir la page à son état initial? Bah, je la recharge tout simplement. Parce qu'en fait, je ne l'ai pas édité la page. J'ai changé l'affichage actuellement. Et donc, c'est comme ça qu'on peut se dire, par exemple, regardez, on va prendre, allez, dans changement récent, on va prendre des pages récentes. Tac, 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 tac. Page d'auteur de Nami. Vas-y, hein. En même Voilà. temps, c'est un peu l'exemple parfait. Là, par exemple, petite page d'auteur, stylée et tout, je veux savoir comment a été fait ces onglets-là, qui ressemblent à des... qui ont des meilleures gueules que les onglets de base du site. J'inspecte. J'inspecte, j'inspecte, j'inspecte. Ah bah là, qu'est-ce que je vois? Je vois que dans le code, il y a cet élément-là. .yuinavset, .yuinav, .selected AEM, qui correspond à, quand je surligne le bloc à l'intérieur qu'on voit qui est dans un beige un peu plus clair, là j'ai des propriétés. Ok, donc ça veut dire que si je veux changer cette partie-là d'un de mes onglets, c'est ça qu'il va falloir que j'aille changer. D'accord, mais comment est-ce qu'on fait les bordures comme ça là? Eh bien, on se déplace dedans, on voit que si je clique là-dessus, là j'ai .yuinavset, .yuinav.selected, donc le selected c'est celui qu'on a sélectionné en cours. Ah bah je vois qu'en fait je peux changer la bordure. Ok, intéressant. Mais alors comment est-ce que je fais pour que ceux qui soient normaux ils soient en bas et celui-là il soit en haut? Bah là j'ouvre un bloc-notes. Regardez, hop là, petit bloc-notes. Petit bloc-notes et là je vais faire bah en fait de l'analyse de texte comparé. Ça c'est le code source, enfin c'est l'affichage de celui qui est sélectionné. Ben maintenant, je vais tout simplement soit changer de truc qui est sélectionné, soit en inspecter un autre. Je change, mais c'est toujours ce qui est affiché ici, c'est toujours le CSS de ce truc-là. Ça n'a pas changé. Simplement, sa catégorie vient de changer puisqu'il n'est plus sélectionné. Alors ça se fait avec du JavaScript, c'est ce qui rend les pages interactives. C'est un tout autre sujet, il faut éviter de mettre de JavaScript dans Wikidot quand il n'est pas inclus nativement, mais là, je vois, ok. Bah là, je vois .yuinavset, .yuinavli. Ok. Là, j'ai mon deuxième code source. J'ai mon deuxième affichage. C'est quoi la différence entre les deux? Bah déjà, en fait, ce qu'on voit, c'est que dans celui qui est sélectionné, il y a une bordure normale. Et en fait, dans celui qui est ici, la petite différence qu'on voit apparaître, c'est que les bordures ont l'air d'avoir été définies ici,
Les bordures ont l'air d'avoir été définies donc ici et ici, qui correspondent à ces lignes-là et à ces lignes-là. Mais il y a plein d'exceptions sur la bordure du bas. Et notamment border bottom 0. Et ben ouais, en fait, il n'y a pas de bordure en bas. Vu qu'il n'y a pas de bordure en bas, bah, le texte il est déplacé vers le bas, puisqu'il n'y a pas besoin d'afficher la bordure. Et donc, ainsi, je comprends comment je peux récupérer ce code source là et le faire à ma sauce. Si je veux changer par exemple la hauteur dont ça se lève, si je veux changer la couleur, si je veux faire un autre type d'affichage, je peux réutiliser ces choses là en volant le code source des pages intelligemment. Copier-coller le code source directement et les divs des gens pour faire le même affichage qu'eux, c'est pas si dur. Finalement, on comprend rapidement comment ça se fait. Ce qui est intelligent et intéressant, c'est d'essayer de comprendre comment ils ont fait pour faire ce qu'ils ont fait. Comment mon navigateur est en train d'afficher ça. Parce qu'en comprenant comment ton navigateur affiche tel ou tel truc, alors tu peux te dire, ok, il est en train d'afficher ce truc via cet outil-là, je peux réutiliser cet outil pour faire autre chose. Ok? T'as dit ok comme s'il pouvait te répondre. Oui, évidemment. Je sais que c'est un peu, un monologue à cause du format événement. T'es prof, tu aimes les monologues, tu aimes Bien sûr, bien sûr. parler. Et donc, moi je vous invite à aller sur cette page-là, SCP Style Resource, sur laquelle il y a plein de ressources de style, Vraiment, je l'ai découvert, ça a changé ma vie récemment. et à ne pas l'utiliser. Mais t'es sérieux? À l'utiliser intelligemment. En fait, c'est pas tout de se dire ah tiens, bah, je veux ce tableau, je prends le truc, je le copie-colle, bam, je le remplis. Ok, d'accord. Essayez de comprendre pourquoi les choses fonctionnent ainsi. Pourquoi est-ce que ça fait ça? Pourquoi est-ce que quand j'utilise ce module CSS là par exemple, tous les tableaux de ma page y changent? Bah ouais, parce qu'en fait, là, je lui donne des instructions sur tous les tableaux qui sont à l'intérieur du contenu de ma page. Ah bah ça va faire ça va avoir des effets secondaires. Par exemple, ça là, ce truc là, comment je peux faire si je veux que ces trucs là ils soient centrés? Ah bah en fait il faut rajouter des égales devant ou des balises pour le centrer, etc. Euh, Par exemple, cette console utilisateur là. Cette console utilisateur qui est un peu stylée et tout, avec un truc qui descend. Comment je fais si j'ai envie d'en changer la couleur par exemple? Parce que j'ai pas envie que ce soit vert, j'ai envie que ce soit bleu, j'ai envie que ce soit rouge, j'ai envie que ce soit orange. J'ai envie que la fréquence de rafraîchissement du truc sur l'écran y change. Bah là, effectivement, il faut aller un peu plus se pencher là-dedans, mais on teste, on change des variables, on touche à des trucs, on bidouille. Et là, on comprend comment est-ce que c'est en train de fonctionner, et on peut l'adapter pour que le code qu'on fasse, ce soit pas juste une redite de ce qu'on a vu sur d'autres pages, mais que ce soit vraiment dans l'identité de ce qu'on a envie d'écrire. Je pense que je conclurai là-dessus, c'est que parfois on arrive sur des pages où on voit très clairement que l'auteur a vu un effet sur une page, a vu une div stylée, a vu un truc, et s'est dit j'ai envie de l'utiliser, et il l'a posé comme ça, tel quel. Moi je pense qu'avec pas beaucoup d'investissement, on peut faire beaucoup plus personnel, beaucoup plus adapté à ce qu'on a envie d'écrire, beaucoup plus cool, avec pas grand chose. Et je pense que ça peut vraiment vous aider à faire carrément plus stylé sur vos pages et à rendre beaucoup mieux les effets que vous avez envie de rendre. Parce qu'après tout, c'est pas juste une question de faire des pages qui soient jolies, c'est aussi d'être capable de se dire j'ai envie que ça ressemble à ça pour transmettre cette information, pour transmettre cette donnée, pour transmettre cette émotion. Et donc il faut que ce soit précis quoi. Si vous aimez être précis dans votre texte, bah, aimez être précis dans votre code aussi parce que ça va vraiment améliorer ce que vous faites. Bon, maintenant on passe à la partie rigolote. Est-ce que vous avez des questions, des interventions, des commentaires à faire, voilà. Pitié, ne me laissez pas bider. Si dans 2 minutes il n'y a toujours pas de questions, je quitte tout. Alors déjà, Après, moi j'en ai une quand même. Si y a pas de question, c'est que t'es un bon prof. J'en ai une pour vous. Est-ce que ça vous a été utile?
Ah non, mais je quitte tout, même la vie. Hein. J'ai un Non, balcon. Hein. tu fais comment pour élever notre fils? C'est vrai. Est-ce que vous voyez un peu plus clair dans comment est-ce qu'on peut faire pour... comment est-ce que moi je fais par exemple sur mes pages pour qu'elles aient telle ou telle gueule quoi. Comment est-ce que... Alors, peut-être que ça va pas vous aider à comprendre immédiatement comment faire comme les pages de JTDN avec des pages dans des pages qui sont scrollables, qui sont cliquables, qui se déplacent et tout. Parce que bah, c'est du haut niveau, mais enfin, comme dirait un grand philosophe, faut peut-être pas essayer de commencer par taper Malenia dans Elden Ring, vous pouvez commencer par les zombies de la zone du départ. Quoi. Oui, c'est la même métaphore que tout à l'heure. Oui, sauf que la métaphore de tout à l'heure c'était pour les gays, mais. Oui, effectivement. Commencer, voilà. Euh, Est-ce que l'objectif de tout ça, c'était de vous aider à comprendre comment vous améliorer. En fait, c'est surtout comment vous améliorer. Commencer à décrypter, comment s'amuser avec le code. Euh, et voilà. Et par contre, ce qui est sûr, c'est que je vais pas. Les zombies d'Elden Ring et les gays, ça sera après. C'est compliqué. En fait, là, il faut savoir que tout ce qui est en train de m'être dit est enregistré. Hein, donc, ça sera après quand j'aurai coupé l'enregistrement. Non, mais plus sérieusement, l'objectif de, de ce petit atelier qui était assez rapide, Nav, sur Wikidot, je l'ai jamais vu. C'est quoi, Nav? C'est un cas qui pose la question. Oui, mais ça sert à quoi? Si c'est pour pouvoir naviguer à l'intérieur d'une page et tout, en général, ça marche pas. Voilà. Euh, voilà, donc l'objectif c'était surtout de vous montrer comment. C'était pas tant de vous montrer comment ça marche, mais surtout Bébé. comment on peut apprendre comment ça marche. Quoi. Oh. Et, et moi, voilà, je vous invite vraiment dans le prochain truc que vous faites, si vous avez envie de faire un petit truc et tout, à chercher. Je sais pas, vous êtes en train de lire les lectures concours par exemple, et vous tombez sur les trucs des Capricornes avec les petits post-it. Voilà. Vous voulez voir comment ça marche. Que j'ai pas du tout volé d'ailleurs. Vous voulez voir comment ils marchent les petits post-it et tout. Vous cliquez dessus, vous regardez, qu'est-ce qui se passe, puis vous allez inspecter le code source, en fait. Vous allez inspecter le code source, vous voyez, ah bah la position elle est en relative ou en absolu, il y a des pixels, je peux changer les pixels, ça le déplace sur la page, ok, c'est intéressant. Et voilà, par contre, il faut apprendre la syntaxe. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est d'apprendre la syntaxe sur le tas, en fait. C'est-à-dire, à force de voir des trucs utilisés par des gens et tout, voilà. Et puis parfois aussi, un truc qui marche bien, vous vous demandez s'il existe une syntaxe. Enfin, vous vous demandez, voilà, par exemple, la bordure d'un texte. Vous voulez vous demander s'il est possible que la bordure ait telle ou telle apparence. Regardez, vous faites ça. CSS border. Hop. Et là, vous tombez sur le site de Mozilla, il est en français en plus. La propriété CSS border, blablabla. Et là, il vous explique comment on s'en sert. Il vous explique comment on s'en sert, il vous donne des exemples, il vous donne la syntaxe exacte, etc. Et il y a absolument tout. Il y a absolument tout sur le site de Mozilla. Alors vous pouvez aller sur W3 Schools, comme ça, mais moi je vous conseille le site de Mozilla. Il y a toutes les instructions de CSS qui sont disponibles dessus. Parfois, il y a les pages, elles sont que en anglais, quand c'est des trucs un peu obscurs. Mais souvent, c'est traduit en français. Et puis voilà, et puis faites-vous plaisir. Voilà. Bah écoutez, si personne n'a de questions, je pense que ça va être l'heure d'arrêter. Il y aura sûrement un épisode 2 dans lequel on parlera un petit peu plus des animations, des offsets, donc globalement des tricks. Donc les animations, les transitions, les offsets. Et il y aura une petite partie TP. Voilà. Il y aura un petit TP en direct. On va faire des exercices. Ouais, je vous dirais, genre, faites-moi cette div stylée. Et vous aurez genre 20 minutes pour faire une div stylée qui respecte certains critères. Voilà, par exemple, je veux que la div elle ait, je sais pas, un effet qui soit comme si elle rentrait à l'intérieur de la page, et je veux qu'on ait l'impression, enfin des choses comme ça. Je trouverai des instructions que je veux, et puis après, libre à vous de vous débrouiller. On fera un petit TP Et la après, prochaine pour fois. être sûr que les connaissances sont acquises,